Donc, bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Nicole. En développement international de l'Université d'Ottawa. J'ai le privilège de vous accueillir aujourd'hui dans notre communauté universitaire pour discuter l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019. To begin today's event, Pour commencer l'événement d'aujourd'hui, je voudrais reconnaître que nous sommes sur le territoire non cédé des Anishinabés. Comme nous sommes des colons sur cette terre, c'est notre responsabilité de reconnaître que c'est un territoire non cédé du peuple algonquin. Dans nos discussions sur la sécurité alimentaire, il faut voir à quoi ça ressemble dans notre propre communauté. Il en tient compte de l'ensemble des personnes dans le monde qui sont en situation d'insécurité alimentaire, en plus de celles qui souffrent de la faim. Plus de 2 milliards de personnes ne disposent pas d'accès régulier à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante dans 8% de la population en Amérique du Nord et en Europe. The report in particular highlights. Le rapport en particulier souligne le fait que les populations autochtones sont souvent affectées par de la mauvaise nutrition et de la mauvaise sécurité alimentaire. Souvent, ils ont perdu leurs terres et n'ont plus accès à sources de nourriture traditionnelles. Et donc, ils sont exposés aux différentes crises économiques et climatiques. De collaborer avec le Centre de recherche pour le développement international et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour cet événement et nous attendons avec l'entrée les discussions de cet après-midi et de cette soirée. I would also like to take this moment to highlight. Je voudrais souligner le fait que c'est important de tenir cet événement sur le campus de l'université. C'est vraiment important d'impliquer les jeunes, que ce soit les étudiants, les recherchistes et les militants dans cette convention sur les approches innovatives et les partenariats pour s'adresser aux défis mondiaux. Ceci étant dit, je veux accueillir Monsieur Agakal, qui va nous présenter l'ordre du jour aujourd'hui. Merci Nicole. Merci beaucoup Nicole. Merci aux étudiants de nous accueillir aujourd'hui dans votre local. Veuillez vous joindre à nous. Quelques petits éléments. So we are going to be translating the whole event English to French. Nous allons traduire l'événement de l'anglais vers le français. Les interprètes sont à l'arrière de la salle. Pour que vous le sachiez, nous allons prendre des photos qui seront affichées dans les médias sociaux. Si ça vous cause problème, dites-le nous. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. C'est notre 3e événement. Il y a quelques années, la FAO et le CRDI ont décidé de présenter le rapport SOFI, c'est-à-dire l'état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde. Et donc, on nous a demandé de présenter, mais ils ont dit également qu'ils voulaient entendre l'opinion du Canada. Donc, alors voici comment ça va marcher. Nous allons avoir 3 moments aujourd'hui. C'est quelque chose de nouveau cette année. Tout d'abord, nous allons avoir une présentation magistrale. Il y aura Dominique Charon, vice-président des programmes internationaux au CRDI. Il va faire quelques remarques de bienvenue. Ensuite, il y aura Bilandra de la FAO, c'est le représentant pour l'Amérique du Nord, et ils vont nous présenter le rapport en tant que tel et essayer de nous expliquer quelles sont les leçons à tirer cette année. Ensuite, nous allons passer à un panel. Il y aura donc différents experts que nous présenterons plus tard et qui vont vous donner leur opinion personnelle sur différents éléments du rapport. Après ce panel, nous allons passer à la 3e partie. La 3e partie est nouvelle. Grâce au FAO, nous avons une séance de réseautage avec cocktail et ceci nous aidera
à faire une discussion avec tout le monde, plutôt que d'avoir des questions et réponses de l'auditoire et de ne pas avoir suffisamment de temps. Donc on va changer la disposition des chaises et pendant 1 heure à peu près, nous aurons une discussion parce que l'expertise est ici. Ce n'est pas simplement le panel ou les conférenciers. Alors voici donc comment ça va fonctionner. Ne partez pas si nous bougeons les choses. Il y aura une présentation, un panel et ensuite la table ronde. Et tous sont obligatoires. La troisième partie, bon, inclut un cocktail. C'est encore plus intéressant si on est sur le campus. Je m'en souviens d'il y a quelques années. Donc, Dominique Charron, vice-président au CRDI. Veuillez lui souhaiter la bienvenue. A nice full house. La salle est pleine. C'est vraiment très, très bien d'être de retour ici avec chacun d'entre vous. L'introduction et Nicole aussi. So, I am Dominique Charron. Je m'appelle Dominique Charron. Je suis vice-présidente du développement international au CRDI. Alors donc, au nom du CRDI, nous sommes partenaires de cet événement avec la FAO et avec l'Association des étudiants en développement international ici à l'Université d'Ottawa. Merci à Nicole d'avoir souligné sur quelle terre nous nous trouvons. C'est une tradition clé maintenant. C'est pour ramener la dimension autochtone dans le débat que nous allons avoir aujourd'hui. Je suis sûre que ça ressortira un petit peu plus tard. Comme vous l'avez déjà entendu dire, nous allons lancer le rapport avec la FAO sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2010. Les retards à la croissance économique qui, outre les conflits en cours, la variabilité du climat et les extrêmes climatiques dans certaines régions du monde, sinon dans toutes les régions du monde, risquent d'entraver le progrès vers la réduction de la faim. Le rapport s'arrête particulièrement sur les contextes d'extrême pauvreté et d'augmentation des inégalités qui sont aussi au cœur des préoccupations du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international du Canada. With acute food insecurity, avec cette insécurité aiguë et cette crise de la faim qui sera exacerbée par les crises économiques, nous voulons avoir des transformations économiques inclusives qui vont intégrer la sécurité alimentaire dans les efforts de réduction de la pauvreté. Nous avons à peu près 2 heures et ensuite ce sera terminé. The report does not stop there and Le rapport ne s'arrête pas ici et c'est vraiment inclusif. On s'assure qu'il y aura également l'égalité des genres. C'est essentiel aux travaux pour s'adresser à la question de la faim. Nous nous assurons que personne ne sera ignoré. Je ne pense pas que nous avons les réponses, sinon nous n'aurions pas de rapport ni de débat. Donc ça, c'est notre objectif. Le panel qui va suivre dans un petit moment va soulever les défis, les opportunités qui vont nous permettre d'avoir une approche saine et équilibrée. Programmes de recherche qui répondent aux besoins criants de l'innovation propre aux pays du Sud pour accroître la sécurité alimentaire dans un contexte de changements mondiaux, environnementaux et socio-économiques. Les agriculteurs et les agricultrices ainsi que les collectivités agricoles sont mises à l'avant des recherches pour en assurer la pérennité et la mise à l'échelle des résultats. Le Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire internationale, qui a été cofinancé par le CRDI et les Affaires mondiales du Canada, a ainsi permis de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de par la recherche pour arriver à toucher 78 millions de personnes entre 2009 et 2018.
all people do not. Tous les gens ne sont pas affectés de la même manière en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Le genre détermine la vulnérabilité, la résilience et les options alimentaires. Lorsque ces populations font face à des défis mondiaux, la recherche nous souligne que la pauvreté et la faim ont une dimension reliée au genre. Et nous le savons grâce au programme auquel j'ai fait allusion il y a quelques minutes. Donc, les femmes et les hommes font face à la faim de manière différente. L'accès aux ressources et aux opportunités sont inégales. Également, la pauvreté extrême est surtout le cas des femmes. Même lorsqu'il y a un homme et une femme dans les foyers, les accès vont favoriser les hommes et les femmes par rapport aux femmes. Et donc, bien sûr, ça a un impact beaucoup plus important sur les femmes, ainsi que d'autres groupes marginalisés ou exclus, ou qui ont des accès différents aux ressources et aux opportunités. Bien sûr, les minorités ethniques, les autochtones, les pauvres en général, et beaucoup d'autres groupes qui font face à l'exclusion seront affectés de manière différente. Les différences de vulnérabilité et d'exposition ne sont pas façonnées par les risques environnementaux. Il y a également les pratiques culturelles et la discrimination. Et le rapport s'y adresse. Et également, le modèle qui viendra va s'adresser au problème de la faim, mais il s'assurera que tous ces groupes seront pris en ligne de compte. C'est important, lorsqu'on pense à l'avenir, de dépasser les différences entre les hommes et les femmes pour comprendre que l'identité et l'exclusion peut avoir une incidence sur l'accès. Il faut vraiment s'attaquer aux racines de l'exclusion et d'avoir une approche holistique. C'est pour ça qu'on a besoin de faire de la recherche. C'est pour ça que le CRD est toujours actif dans ce domaine. Nous essayons de renforcer les capacités et donc nous nous intéressons aux résultats dans différentes régions du monde. En 2018, nous avons fait un appel qui s'appelait comment autonomiser les femmes et les filles pour réduire la pauvreté. Et donc, ceci démontre ce qui fonctionne sur le terrain pour améliorer la sécurité alimentaire. Et donc, cette approche transformatrice s'éloigne de la manière dont on traitait les femmes avant, comme des victimes. Et on se concentre plutôt sur les relations de pouvoir afin d'obtenir une transformation et qu'on ait beaucoup plus de résilience concernant les changements climatiques et la sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire ici, avec vous, les universitaires. Vous représentez les jeunes parmi vous, les futurs chercheurs, leaders et praticiens de l'action climatique et de la sécurité alimentaire. Les solutions vont dépendre de vous autant que de nous et nous notons que vous êtes déjà au devant de l'action climatique mondialement. Solutions to global food insecurity. Les solutions dépendent de nouvelles approches et de nouvelles manières de penser. Et donc, on s'intéresse à la question de manière différente. C'est vraiment un monde très changeant. Et c'est la manière d'aller de l'avant et de s'adresser à ces problèmes qui sont des solutions de résistance et de persévérance. Ce sont des problèmes difficiles. Et donc, la discussion avec vous aujourd'hui, c'est une partie importante de ce qui va se passer à l'avenir avec de nouvelles manières de s'adresser aux personnes. Donc, nous remercions l'Association des étudiants de l'Université d'Ottawa pour leur partenariat dans ce débat. Et donc, j'ai hâte d'entendre la discussion avec le panel, mais également la discussion qui s'en suivra. Donc, sans attendre, je vais présenter Vimalendra Charan, qui est le directeur du bureau de liaison FAO. Monsieur Charan est un économiste, il a un MBA de Birmingham et il a eu beaucoup d'expérience à différents niveaux au gouvernement indien en tant que ministre de l'Agriculture. Et il est également représentant de l'Inde aux agences de l'UNESCO à Rome. Donc, je vous passe la parole pour que vous nous présentiez les résultats clés de ce rapport.
Bonjour, bon après-midi à tous. Merci Dominique et Nicole. C'est mieux? Alors, merci de cette présentation. Je dois vous avouer que, bon, bien sûr, ils m'ont retiré les mots de la bouche. Je ne sais plus quoi dire. On a couvert le genre, les personnes autochtones et tous les autres problèmes aussi ont été mentionnés. Alors, merci au CRDI d'être les co-hôtes. Merci à l'Université d'Ottawa, mais également à l'Association des étudiants en développement international de l'Université d'Ottawa. Lorsque je parle avec des étudiants, bon, moi j'ai des enfants qui sont tous les deux au Canada. Il y en a un qui est à McGill à Montréal et l'autre à Toronto. Et ils font leur première année à l'université. Alors, c'est une des questions les plus énervantes qu'on peut avoir. Moi, lorsque j'étais à Toronto et mon fils a dit « Oh, tu vas lancer ton discours ». Et bon, alors qu'est-ce que c'est que la pauvreté croissante si ce n'est pas un ratage? Et moi, ça m'a pris du temps à le convaincre de pourquoi on a besoin de rapports tels que celui-ci. Pourquoi est-ce qu'il faut parler de manière positive de tout ceci pour que les autorités comprennent ce qui se passe? On a besoin d'actions collectives. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi Sophie avant le changement de nomenclature, Sophie, c'était l'insécurité alimentaire. On ne parlait que du côté négatif de la sécurité alimentaire. Merci. Et donc, ça a changé en 2015. Avant, ce rapport était produit conjointement par FAO, IFAD et une autre agence des Nations Unies. Mais en 2015, l'UNICEF et l'IFAD se sont jointes et donc là, on appelle ça l'état de la sécurité alimentaire et la nutrition. On ne parle pas simplement des chiffres concernant la faim, mais également ce qui se passe du côté de la nutrition. Et bien sûr, il y a donc la nutrition et l'insécurité alimentaire. Nous venons tout juste de présenter ceci. Ça explique ce qui amène à l'insécurité alimentaire et à la sous-nutrition. Du côté de la nutrition, on voit quels sont les points. Bon, il y a la malnutrition concernant les enfants, il y a également l'obésité. Bon, il y a tous ces éléments. Pour les 4 dernières années, ou plutôt il y a 4 ans, nous avons vu qu'il y avait un certain changement. On ne voulait pas traiter ça de tendance. On pensait que c'était une aberration parce que pendant des années, les chiffres baissaient. Bon, on pensait que ça allait continuer comme ça. Mais ce qui est triste, c'est que ces chiffres ne montre plus de tendance à la baisse. Bon, ça s'est stabilisé un petit peu, mais si vous l'examinez, ça s'est stabilisé à 8,8% il y a 10 ans. Même le pourcentage était très élevé en chiffres actuels. Et je pense qu'on s'éloigne de la cible des ODD pour éliminer la pauvreté et la malnutrition. Et donc, vous allez revoir ces points-là un petit peu plus tard lorsqu'on s'adressera à la malnutrition. Donc, vous voyez ici 7,6 milliards de personnes. Vous voyez l'Asie, l'Afrique, ce sont des pourcentages. C'est comme ceci que c'est réparti. Mais comme on l'a déjà mentionné, ce problème ne démontre pas ce qui se passe dans le monde dit développé.
Bon, on parle des régions urbaines, mais bon, ici, au Canada, aux États-Unis, ça existe. Aux États-Unis, 45 millions de personnes ne savent pas vraiment d'où proviendra leur prochain repas. Et ça, c'est juste du côté de la faim, mais du côté de la malnutrition, ça a un impact incroyable également. Il y a 3 ans, on avait identifié certains facteurs et donc les 2 premiers, c'était les conflits et également les changements climatiques. Ce rapport-ci parle du 3e facteur, c'est le ralentissement économique et ses répercussions. Donc dans ce rapport, nous allons terminer l'analyse des 3 facteurs, identifier pour le déclin dont nous avons parlé. Alors vous voyez ici, ça vous montre que les conflits sont à l'origine de certains facteurs. Donc vous voyez les pays en Afrique subsaharienne, il y a une prééminence plus élevée que dans les pays qui ne connaissent pas de conflit. La même chose arrive avec l'élément sécheresse. Pour les régions subsahariennes, bon, on voit très bien que l'impact est plus élevé lorsqu'il y a des sécheresses. Nous avons aussi ces chiffres-là qui parlent du ralentissement économique. Les 3 dernières colonnes, c'est donc 2016, 2018. Ça, c'est au moment où le ralentissement économique a commencé. Dans les pays ici, vous allez voir qu'il y a des pays à revenus intermédiaires. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudrait noter. Economic shock. Alors, parlons des chocs économiques. On a vu la dépréciation des prix, le chômage. Et ce sont des chocs économiques quand combinés avec les changements climatiques et puis d'autres conflits causent des problèmes. Alors, cette colonne ici, vous allez voir que il y a 50 millions de gens qui sont touchés par ces problèmes. Là où il y a des conflits climatiques, vous allez voir les gens qui se trouvent dans cette 3e et 4e phase. Alors, les décideurs doivent bien comprendre ce contexte. Alors, voyez ici, vous allez voir les pays touchés par des inégalités. Et ensuite, cette diapo ici aborde les inégalités. Et vous allez voir là où il y a beaucoup d'égalités. Et dans ces pays, il y a des problèmes accrus quant à l'insécurité alimentaire. Alors, comme vous savez, il y a des efficients de 0 à 1, puis plus la valeur augmente, plus l'inégalité est accrue. Alors, plus il y a une inégalité, plus le coefficient est élevé. Et tout est concentré ou plus accru quand les inégalités sont vues dans l'économie. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou non, mais il y a 2 jours, le nouveau chef du FMI, Kristalina, qui était auparavant à la Banque mondiale, vient de dévoiler un chiffre disant que 90% des pays démontrent ou affichent un ralentissement. Alors cela a démontré donc qu'il y a une décroissance dans leur pays. Alors si 90% des pays font face à cette situation, cela va avoir une grosse incidence. Alors dans ce rapport, nous avons vu que la faim augmente
là où il y a des problèmes économiques. La faim augmente dans des pays qui dépendent des biens de base qui sont importés et l'économie, et quand il y a des ralentissements économiques, bon, cela aussi mène à la faim. Kristalina dit que c'est un ralentissement synchronisé dans le monde quand elle parle des 90% des pays qui affichent un ralentissement. Dans ce rapport, bon, c'est un petit peu différent des autres rapports, on aborde beaucoup plus que la faim. Ce ne sont pas seulement les gens qui sont touchés par la faim qui est abordé ici, mais aussi les gens qui font face à des problèmes modérés. Donc, si on ajoute ces chiffres, on a presque 2 milliards de gens qui sont touchés. Alors, un quart des gens au monde sont touchés par la faim d'une manière ou une autre. Ensuite, ici, dans la diapo, vous allez voir les différents aspects. Et dans ce graphique, vous allez voir les mouvements des populations, les gens qui sont gravement touchés par la faim. On ici aborde le changement de la pauvreté. Et dans ce graphique, c'est intéressant de voir que, bon, on sait que la Banque mondiale dit que les chiffres de faim sont en décroissance, mais l'insécurité augmente. Alors, comment répondre à ce fait? Et c'est pour ça qu'on essaye d'aborder toute cette question. Et nous allons parler davantage des raisons pour lesquelles cela est le cas. Alors, justement, pourquoi les chiffres de la FAO démontrent qu'il y a une tendance accrue d'insécurité, tandis qu'à la banque, c'est le contraire. Ici, on parle de la répartition de l'insécurité dans les divers pays. Alors, comment est-ce que la population gère ce problème d'insécurité? En rouge, vous voyez qu'il y a une population dont il y a plus de gens qui sont touchés. Et on sait que tout cela est relatif à l'insécurité. Bon, même dans les pays aux revenus, bon, on a des problèmes d'insécurité modérés et accrus, mais beaucoup moins que les autres pays à revenus faibles. Nous documentons la nutrition avec divers paramètres. La faim augmente et la même chose se passe quant à la nutrition. Alors, il se peut qu'il y a des décroissances pour quelques aspects, mais nous n'allons pas atteindre les objectifs ODD d'ici 2030. Alors ici, vous allez voir les chiffres sur le retard de croissance. Dans plusieurs places, nous savons que nous éloignons de ce retard de croissance, mais d'autres, il y a des augmentations quant à l'obésité, l'anémie. Et ce sont des choses qui donc deviennent de plus en plus sont vues dans les pays. C'est le cas pour l'obésité et aussi pour l'excès pondéral. Et ces deux choses augmentent à un taux beaucoup plus élevé que l'insécurité alimentaire. Bon, c'est un phénomène qui est vu partout au monde, peu importe des revenus, parce que c'est vu chez les ménages qui sont des ménages à revenus élevés et moyens. Et il y a des gens qui mangent de la nourriture qui est la mauvaise nourriture, tout simplement.
Alors, il faut garder cela à l'esprit aussi quand on parle de l'insécurité alimentaire et la nutrition. Ici, vous allez voir des chiffres, survol des chiffres, mais ensuite, nous avons ici des politiques pour s'attaquer à l'obésité. Ce sont des choses qui ne sont pas mises en pratique. Et le Canada, oui, a franchi une étape énorme en parlant de la bonne nutrition, ce que nous devrions manger au quotidien. Mais dans le monde entier, l'obésité est devenue un problème énorme en ce qui concerne la santé et la nourriture. Alors voilà ce que démontre le rapport. Voilà, je vous ai donné un survol en 10 minutes de ce qui se trouve dans le rapport. Ce sont les résultats saillants. Alors les responsables, conflit, climat et ralentissement économique. Et tout cela avec une égalité empire la situation. Nous devons parler de ces chiffres. Nous devons en parler. Bon, c'est pas difficile à surmonter ces problèmes, mais on se demande est-ce que c'est prioritisé, est-ce qu'on aborde tout cela avec nos gouvernements. Plus on parle avec les gens, plus ça va aider. Et je vous donne un exemple. Bon, et après 2 crashs d'avions avec le Boeing, avec la compagnie indonésienne, et ça arrivait aussi avec une autre compagnie. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet avion Boeing Max 8? Donc, ce sont des avions qui sont cloués à terre. Mais après cette conférence aujourd'hui, il y aurait après à peu près 1000 enfants qui seront morts à cause de la malnutrition. Alors, bon, nous avons la capacité d'aider ces enfants, mais on ne le fait pas. Alors, les priorités ne sont pas bien placées. Alors, peu importe vos études, ce que vous voulez faire dans l'avenir, il faut aborder ces questions d'alimentation et de la nourriture. Il est important pour que nous puissions tous identifier ces 21 millions de personnes. Sinon, ces gens sont tout simplement statistiques. Alors, nous devons associer donc des visages des personnes à ces chiffres. Alors, quand on commence à faire cela, nous allons changer notre point de vue sur la malnutrition et la sécurité alimentaire. Et c'est ce que j'ai dit à mon fils hier, en fait. Micro, s'il vous plaît. Oui, ça marche. Alors, le panel. Il y a 3 panélistes qui vont venir ici à l'estrade. Alors, nous avons un spécialiste dans le programme de santé. Alors, Madira, économiste, avec le centre de recherche. Et aussi, nous avons Joanne Irwins, qui gère un programme d'autonomisation économique des femmes. On se connaît depuis longtemps, nous deux.
Alors, Joanne, merci beaucoup d'être ici. Ensuite, nous avons Étienne Hasseline, un professeur adjoint à l'École de développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa. Ensuite, Christopher Huggins, un professeur adjoint aussi à l'École de développement international et mondialisation ici à l'Université d'Ottawa. Alors, si vous voulez, vous pouvez envoyer un gazouillis de leurs commentaires. Oui, vous m'entendez très bien ici, c'est bien, je vais juste déplacer ma chaise. Comme ça, on peut se voir facilement. Alors, j'ai une question pour vous tous. Dans le rapport, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Et qu'est-ce qui n'est pas trouvé? Qu'est-ce qui n'est pas dans le rapport? Qu'est-ce qui devrait figurer dans le rapport? Tout le monde a sa traduction. Donc, merci de cette invitation. En 5 minutes, c'est un peu difficile. Ce rapport est extrêmement riche. Chaque année, Sophie apporte une vague d'analyse avec une perspective particulière. Je me rapporte 42 ans en arrière quand j'ai lu le premier rapport de la FAO à Montpellier. J'étais étudiant. C'était Edouard Saouma, qui était le directeur général de la FAO, qui était venu nous le présenter en 77 donc. Et je vois que le temps a beaucoup changé. Donc, je dirais le aha moment, c'est le fait que, je dirais enfin, depuis quelques années, la FAO est sortie d'une optique très productionniste. Pendant 30 ans, la réaction au problème de la faim, c'était produire plus. Maintenant, on est vraiment dans une autre époque. Depuis quelques années, la FAO s'est saisie complètement de cet aspect extrêmement intégrateur de la sécurité alimentaire. Et je pense que c'est extraordinaire parce que jusqu'en 2004-2005, on avait encore des rapports qui disaient il y a tant de millions de personnes qui souffrent de la faim, uniquement sur le plan calorique, donc il faut irriguer, donc il faut investir. Donc ça, c'est quelque chose de très important à noter. Et probablement, dans quelques années, on va voir qu'il y a des choses qu'on a ratées. Deuxième chose étonnante, le nombre de personnes obèses, non pas en surpoids, mais obèses dans le monde, a dépassé le nombre de personnes en sous-alimentation. Il faut s'interroger sur le regard qu'on a, nous, dans la rue, dans nos sociétés, au nord, au sud, sur les personnes en surpoids et obèses par rapport aux personnes en sous-alimentation. Ce n'est pas le même regard en termes de problématiques. Et donc, je trouve que c'est bien dans ce rapport que la FAO ait rassemblé ces deux problèmes qui touchent le nord et le sud comme des problèmes d'insécurité alimentaire. Je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin là-dessus, mais on sera peut-être dans quelques années dans une problématique beaucoup plus aiguë sur l'obésité qu'une problématique de sous-alimentation. Donc ça s'est traduit aussi par le nouvel indice FIES, qui est quand même une nouveauté par rapport au calcul des calories, qui est quelque chose, il faut se rendre compte en termes méthodologiques, c'est très dur pour la FAO de réaliser ces indices-là, parce que dans un des cas, on fait des calculs macro, en calculant la production, la consommation, import-export, et on divise par les populations, et dans d'autres cas, on part d'enquêtes, avec des échantillons dans des contextes très différents, et on essaye de faire monter des chiffres. Donc, moi, j'ai quelques réserves sur le plan méthodologique, mais de fait, c'est le rôle de la FAO d'arriver à avoir une image générale de cet aspect-là. Et ça se traduit aussi par le fait que ce rapport est signé par 5 organisations internationales, et on parle beaucoup de raisonnement en silo. Je trouve que là, la FAO, l'UNICEF, l'OMS ont réussi à casser ce silo-là. Qu'est-ce qui manque? Pour aller un peu vite, je pense qu'on n'a pas encore été suffisamment loin par rapport à l'analyse politique de la chose. C'est sûr que dès qu'on parle politique, la FAO en multilatéral commence à trembler un peu, mais on ne pourra pas sortir de ce combat qu'on est en train de rater si on n'aborde pas des questions politiques, y compris des questions de recherche politique. Quels sont les mécanismes politiques qui font qu'il y a des rapports de force qui aboutissent à ces situations-là? Quelles sont les asymétries de pouvoir? Quand même, quand on parle d'obésité et qu'on voit les multinationales des boissons sucrées, il faut se poser la question en termes de rapport politique, rapport de force. On ne peut pas échapper à ça, sinon on n'arrivera pas à avancer. Donc, c'est ça qui manque. C'est pas une critique pour la FAO parce que c'est pas son rôle, mais de fait, quand on lit ce rapport-là extrêmement riche, on se demande si on n'a pas, nous chercheurs, nous sociétés civiles, nous politiques, à faire un effort énorme pour faire une analyse
politique de cette situation-là pour pouvoir changer les choses. On ne transformera pas la situation scandaleuse qu'on vit aujourd'hui de rater ce combat. Rappelez-vous qu'il y a 70 ans, on établissait dans la Déclaration universelle des droits de l'homme le droit à l'alimentation. Il y a 70 ans. Donc, je pense que on a encore beaucoup de travail à faire, mais je salue la FAO pour le travail extraordinaire qu'elle fait tous les ans en octobre. Moi, je suis abonné au SOFI depuis 42 ans et finalement, je trouve ça très intéressant. Merci. Merci. Et en fait, on va parler après du rôle de l'économie, de la politique. Ça, c'est des questions que nous allons faire. Mais maintenant, Madika, what is your vision? Thank you. Alors, je vais faire écho de ce que le monsieur vient de dire. Bon, c'est un rapport très riche, oui, absolument. Surtout parce que le rapport, parle de ces problèmes complexes de manière simple. Là où je travaille, bon, on a le terme, bon, la transformation de l'affaire. Et dans le rapport, ils ont bien décrit tout cela. Bon, on parle de ménage et de structure, mais au final, quand on parle de la consommation de la nourriture et où elle est consommée, bon, tout cela importe. Et la structure, donc, doit être comprise, que nous soyons dans des structures urbaines, rurales, etc. Et la disponibilité, bon, est importante aussi, parce que ça, on parle de l'abordabilité, etc. Il faut parler aussi de quelles options sont disponibles avec un certain prix et comment les politiques et les réglementations peuvent aider à transformer les structures pour que nous puissions avoir des régimes abordables et accessibles. Deuxièmement, c'est le travail de la FAO. Bon, c'est une approche multisectorielle qui porte non seulement sur la production de la nourriture. Si nous voulons avoir des bons résultats de santé, et si nous voulons améliorer l'abordabilité à la nourriture pour le ménage, bon, on ne peut pas tout simplement faire cela avec plus de nourriture. Non, il faut aussi parler des revenus, le contrôle des gens, et les gens qui doivent s'impliquer, les gouvernements municipaux. Ces agents doivent aussi participer. Alors le rapport aborde cet aspect et aussi nous avons parlé de ce sujet par le passé. C'est l'interaction complexe entre la croissance économique et l'insécurité. Dans le rapport, bon, on en parle parce qu'on parle des raisons pour lesquelles on sait que la croissance n'équivaut pas à la sécurité. Non, il faut comprendre les mécanismes économiques, premièrement. Et bon, cela repose sur notre choix. Est-ce que nous allons favoriser les gens, les ménages, pour avoir les bons résultats? Est-ce qu'on va favoriser les politiques? Bon, cela n'est pas déterminé de manière objective par les règles de l'extérieur. Ces choses ne sont pas liées directement aux résultats. Alors le prix de pétrole importe. Et tout dépend de si c'est un importeur, une entreprise qui importe. Aussi, il faut voir si les pays produisent des céréales ou font de l'importation. Aussi, il y a la question de protection des gens vis-à-vis de la sécurité alimentaire. Je parle de la protection du chômage, des chocs économiques. Alors il faut faire des choix pour soutenir les gens. Ce qui n'est pas dans le rapport, alors tout est bien expliqué quant au sexe et l'égalité des sexes, mais pour ce qui est des structures, comme Étienne a dit, nous devons aborder la question de choix. Les systèmes d'alimentation se basent sur les sexes.
Il n'est pas tout simplement une question de qui est avantagé par la nourriture, mais il faut se demander qui est impliqué dans ce processus, qui prend les décisions. Et tout cela est fait avec une optique basée sur les genres. Alors, quant à la protection, bon, tout cela aussi est touché par le côté des sexes. Il faut regarder qui est avantagé par exemple, les changements. Le rapport aborde très bien cette question de ménage, mais pas des choix macroéconomiques qui sont en jeu. Étienne. Bon, ce rapport est une ressource fantastique. Il y a beaucoup de données quantitatives là-dedans, qui comprend 10-15 ans, et c'est une ressource fantastique. Ce qui m'a frappé, et c'est une bonne chose, c'est la couverture de cette question de crise alimentaire qui a eu lieu en 2008 et 2011, où il y a une augmentation de prix des biens. Et à l'époque, cela a forcé les gens à faire face à l'insécurité alimentaire. Cela a été la raison pour laquelle de l'insécurité. La Banque mondiale et d'autres organisations internationales en ont abordé. Mais dans ce rapport, on démontre que les pays à faible revenu, là où l'insécurité alimentaire est un problème important, ont pu mettre en œuvre des politiques pour aborder cette question. Il y a une contradiction parce que dans le graphique, on voit l'insécurité qui est en déclin dans cette période. Bon, ce sont des bonnes nouvelles que les pays ont leur propre agence dans cette économie mondiale, bien qu'ils font face aux défis des marchés, mais ces pays peuvent mettre en œuvre ces politiques. Dans le rapport aussi, je vois que cette analyse qui s'est faite au long terme est une chose importante. On sait qu'il y a des pays qui s'éloignent de la sécurité miraculeusement, et cela pourrait être beaucoup plus compliqué. On démontre ici aussi dans le rapport que il y a des tensions qui existent. Bon, il n'est pas question tout simplement d'avoir les mêmes statistiques, il faut avoir des discussions qui portent sur les politiques et sur les impacts. Bon, je suis les commentaires des autres. Mais dans un rapport comme celui-ci, et je ne lance pas de critiques, mais bon, c'est un rapport macroéconomique qui aborde beaucoup de l'analyse politique et qui essaye de démontrer les données. De temps en temps, on voit que ces politiques proviennent de là-haut, des gouvernements, des décideurs politiques. Mais on sait qu'il y a une crise mondiale alimentaire. Et à l'époque, les gens, les pauvres, des zones urbaines, les chômeurs étaient dans la rue pour manifester. Alors, les gouvernements ont mis en place des politiques pour défendre les systèmes économiques des augmentations des prix. Et ces gouvernements doivent le faire parce que les citoyens manifestent et veulent avoir un changement. Alors, action collective est une chose qui a participé à surmonter les défis. Et cela provient des politiques des gouvernements. Une autre lacune est peut-être le rôle des blocs économiques qui pourraient aider. Il y a d'autres aussi politiques de développement qui minent d'autres pays à cause de politiques. Alors,
Il y a des accords aussi qui entrent là-dedans dans le jeu. Il y a aussi beaucoup de syndicats des agriculteurs. FIAP, par exemple, il y a aussi des organisations de femmes qui jouent un rôle très important. Alors, il faut regarder tout ce qui se passe au niveau local et au niveau plus haut. Joanne, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je m'inquiétais avant parce que j'allais commencer, mais là, je suis en dernier. Bon, je ne suis pas chercheur, je suis une praticienne. Et quand j'ai regardé le document, pour moi, bon, je crois que ça renforce le travail que nous faisons. Bon, je ne sais pas s'il y a eu un moment aha, mais oui, il faut dire que oui, je sais que cela allait se produire. Comme mentionné, j'aime bien la manière dont ce document a évolué. Ce document se penche sur les facteurs de l'alimentation et la nutrition. Mais il y avait une lacune, d'après moi. Et c'était quant au sexe. Le rapport en parle, oui. Et on sait qu'il était important de réduire les inégalités de genre et d'aborder la question d'exclusion de genre. Mais dans le rapport, on sait que cela doit faire partie du résultat. Mais dans les données, bon, on ne voit pas ces informations. Ces données sont de manière beaucoup plus générale. Les inégalités sont à une échelle beaucoup plus macro et dans le document, on n'aborde pas forcément les vulnérabilités qui existent dans les ménages. Alors, je parle d'inégalité des genres et je parle des impacts spécifiques. Par exemple, quand on parle des retards de croissance, alors quelles sont les différences entre les garçons et les filles? Pour ce qui est des revenus des ménages, quelle est la différence entre les hommes et les femmes? Parce que dans ces différences, on sait qu'il y a beaucoup de différences là-dedans. Il faut qu'on regarde les autres vulnérabilités, qu'on voit ça dans l'ensemble. Et aussi, bon, les personnes âgées, les jeunes, ceux qui connaissent des handicaps. Il y a les minorités religieuses aussi, donc c'était ça ce que j'espérais voir. Ça ne l'ignore pas et ça dit que c'est important. Mais en tant que chercheurs, ceux qui vont élaborer ce genre de document, il faut que les données soient beaucoup plus complètes. Il faut également qu'on en parle et qu'on les montre, parce que sinon, les gens comme moi ne peuvent pas faire leur travail correctement. Merci, Johan. Il y a une raison pour laquelle on a constitué ce panel ainsi. Nous voulions avoir une perspective complète. Et pour la deuxième question, on veut savoir ce qui se passe au niveau des ménages, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met en œuvre certaines politiques. Et donc, on voit au niveau de l'économie, des politiques, et qu'est-ce qui vient empêcher le développement. Alors, il faut voir comment tous ces aspects peuvent être changés à l'avenir. Donc, les quatre panélistes nous présentent toute la complexité reliée à l'insécurité alimentaire. Cette fois-ci, je vais commencer avec vous parce qu'on veut commencer avec la base. Vous êtes praticienne, mais vous faites également partie d'organisations qui fonctionnent sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui fonctionne au niveau des ménages? Qu'est-ce qui rend possible ce changement dans les tendances? Vous pourrez parler de son continuum, mais aussi de la réalité du développement et des conflits. Avant, on examinait
les conflits, la nourriture, etc. Et maintenant, vous avez des programmes qui examinent le développement économique, l'égalité entre les genres, etc. Avec le conflit et le développement. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble sur le terrain? Donc, je vais essayer de répondre. Vous n'avez que 5 minutes. Ce qui fonctionne. Alors, qu'est-ce qui fonctionne au niveau du terrain? Alors, si on fait une analyse de genre, et moi c'est comme ça que je vais en parler parce que moi je suis aussi directrice de l'autonomisation des femmes et donc je parle des droits des femmes. Lorsqu'on fait une analyse selon le genre et qu'on voit quelles sont les répercussions spécifiques des différentes interventions, on voit vraiment une grosse différence en fait. Par exemple, il y a certains projets dont je peux parler. Par exemple, les outils agricoles. Aux Philippines, récemment, il y a eu un typhon et il y a certains outils pour enlever l'écorce des avocatiers. Je pourrais vous en parler un peu plus longuement. Donc, qu'est-ce qui empêchait les femmes d'avoir le même genre de revenus et c'était parce que les outils étaient trop lourds, ils ne pouvaient pas les transporter en haut de montagne et c'est vraiment pas un outil qui est fait pour les femmes, c'est un détail minime mais en fait ça a un énorme impact sur les femmes dans ces ménages. Aussi, quelles sont les normes sociales dans les collectivités et bon pour les hommes et pour les femmes, quelles sont les attentes? Et donc on peut travailler sur ces dynamiques au niveau des ménages parce que peut-être que maintenant les hommes travaillent plus à la maison, donc ça donne un petit peu plus de temps aux femmes et donc elles ont une plus grande participation au niveau économique. Donc aussi pour le revenu du foyer, il y a bon, on peut examiner aussi examiner le revenu global du ménage. Alors dans le cas des Philippines, ça voulait dire que les hommes n'étaient pas obligés de quitter le pays pour trouver du travail. Ou même chose pour les femmes, elles pouvaient rester à la maison, rester dans leur collectivité. Une autre chose dans l'expérience de CARE, ce sont les économies, donc l'association villageoise des crédits. Ça, ce sont des groupes, ce sont plusieurs groupes qui sont pour la plupart des femmes, mais il y a quelques hommes aussi. Ils se rassemblent et ils font de petites économies hebdomadaires et ceci les aide lorsqu'il y a des sécheresses. Et en Éthiopie, par exemple, les membres des VSLR ne devaient pas vendre tous leurs biens pour pouvoir survivre parce qu'ils avaient de petites économies, parce qu'ils étaient capables d'acheter des céréales lorsqu'elles étaient moins chères et parce qu'ils ont pu faire ce genre de choses. Ils étaient beaucoup plus résilients aux crises économiques, aux crises climatiques et aux conflits également. Du côté des conflits, moi, je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail et de recherche qui devraient être faits sur comment ne pas perdre ce que nous avons accompli. Parce que pendant une certaine période, ça peut fonctionner, mais qu'est-ce qui se passe avec ces petits groupes d'économie rurale lorsqu'il y a des migrations de masse ou lorsqu'il y a des conflits et que les gens doivent partir? Et bien sûr, il y a des solutions pour comment garder la cohérence sociale, mais ça ne fonctionne pas partout. Donc, il y a encore beaucoup de recherche qui doit être faite. S'il y a un stress prolongé, comment est-ce qu'on peut maintenir la cohérence sociale? Ce n'est pas important quelle est votre solution si vous n'examinez pas les hommes et les femmes et quelles seront les répercussions de vos solutions sur chacun des sexes.
Au CRDI, vous avez beaucoup travaillé pour comprendre les politiques et la situation économique. Mais bon, quel est le prochain niveau? Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce qui doit arriver? Et pourriez-vous nous donner des exemples sur ce sur quoi vous travaillez? Donc, dans l'équipe, nous avons travaillé à améliorer l'abordabilité d'un régime sain. Et dont nous avons travaillé au CRDI, nous appuyons les chercheurs dans leur propre pays, dans leur propre contexte, pour savoir quels sont leurs besoins spécifiques et comment ils vont travailler dans leur collectivité pour résoudre ces problèmes. Ce que nous appuyons, c'est la recherche, parce qu'il y a deux parties. D'abord, ils font comprendre ce qu'il se passe, et ensuite, on doit être capable d'expliquer quels seront les agents de changement, parce que nous travaillons au niveau des politiques nationales, mais il y a également d'autres acteurs tels que les collectivités. Alors, pour les exemples, nous parlons de ce qui se passe au niveau des politiques, et quelquefois c'est vraiment spécifique à tel ou tel contexte. Alors, par exemple, nous parlons de comment les politiques économiques vont venir interagir avec l'économie pour améliorer l'accès à la nourriture. Alors, par exemple, le sucre dans la nourriture ou dans les boissons, le niveau de sel. On utilise les politiques gouvernementales pour essayer de restreindre les produits dangereux qui sont disponibles. On ne donne pas cette responsabilité à chacune des personnes des ménages. On essaie de gérer ça en tant que société. Nous travaillons avec des chercheurs dans différents pays autour du monde pour tester les politiques, pour voir si ça fonctionne, quelle est l'échelle de changement qui en découle. Par exemple, les producteurs de certains produits, quelles sont les répercussions pour eux. Ensuite, ce sur quoi nous travaillons, ce sont les coalitions. Parce que ce sur quoi nos chercheurs travaillent, c'est comprendre quelles devraient être les politiques. Le changement, ça n'arrive pas simplement au niveau du gouvernement. Le fait d'avoir des coalitions, c'est vraiment un élément essentiel. Donc nos chercheurs en Équateur travaillent à la consommation responsable de la nourriture. Donc, ils travaillent avec des organisations de producteurs et de consommateurs. C'est vraiment un projet ambitieux. Ils veulent investir 5% du budget de la population sur de la nourriture saine. Donc, comment est-ce que nous pouvons impliquer tous ceux qui travaillent dans le système? Quelle est la preuve dont on a besoin pour voir comment le changement arrive et où il a lieu? Et donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut utiliser dans le système alimentaire. Alors, par exemple, notre travail a lieu au Bangladesh et là, il faut comprendre quelle est la différence d'obésité entre les hommes et les femmes. Au Bangladesh, nous avons eu des partenaires comme le Centre d'études nationales qui examine la différence entre les régions urbaines et les régions rurales. Et ce qu'ils ont vu, c'est que l'urbanisation réduit la tendance de personnes sous-alimentées, mais ça augmente le taux d'obésité. On dit que, bon, les gens sont mieux nourris, mais il faut savoir ce qui se passe au niveau des ménages. Vous pouvez voir que les femmes ont plus tendance à être en sous-poids et les hommes plus en surpoids. Donc, c'est quelque chose de très différent. Et c'est pour ça que c'est très important de le comprendre. Les chercheurs font ce travail dans leur contexte. Et donc, ensuite, lorsqu'ils travaillent aux solutions, à ce moment-là, ils peuvent faire quelque chose d'efficace. Et si ça ne l'est pas, à ce moment-là, ils peuvent l'évaluer et incorporer certains changements. Je peux en parler plus, mais peut-être que je pourrais m'arrêter maintenant. Bon, on va en garder un petit peu pour plus tard. Chris, il y a un autre niveau. La puissance de la recherche en tant qu'outil de changement. C'est de la recherche
qui va pouvoir fournir des solutions aux agriculteurs. Alors, quelle est la possibilité de changer ce rôle? Je vais parler du rapport, mais aussi d'après ma propre expérience. Moi, dans mes recherches, c'est surtout en Afrique subsaharienne, dans l'Est et également dans le centre et le sud de l'Afrique. Et donc, il y a des choses que nous ne comprenons pas bien et il y a certains mythes persistants également. Il y a des chiffres qui sont vrais, mais certains autres doivent être compris. Et donc, il y a la croissance du PIB ne correspond pas forcément à la réduction de la pauvreté ou de la sécurité alimentaire. Donc, ça insiste sur une croissance inclusive. Et le rapport a de très bons exemples de politiques qui pourraient être mises en place pour diversifier justement la croissance économique et bon, les endroits où le gouvernement pourrait investir. Mais bien sûr, le diable est dans les détails. Il faut comprendre ce qui se passe. Brièvement, la recherche qualitative sur le terrain est très importante. En Afrique, l'Union africaine a un programme de développement inclusif et donc tous les pays qui sont signataires doivent mettre 10% de leur budget annuel vers l'agriculture. C'est un objectif très intéressant et bien sûr, les organisations en font la promotion. Mais où est-ce que cet argent s'en va? Une des choses qui n'est pas très claire dans ce rapport, et bien sûr il y a énormément d'enjeux qui sont traités, mais il y a un grand débat qui s'adresse plutôt au rapport de l'année dernière sur les impacts climatiques, mais il y a le rôle de l'agriculture biologique. Est-ce que nous exhortons les agriculteurs en Afrique subsaharienne? Est-ce qu'on leur donne des subventions pour des engrais artificiels? Est-ce qu'ils ont accès aux graines, que ce soit des graines spéciales, OGM, etc. Et donc, ce rapport souligne le fait que les économies qui dépendent des denrées, celles qui sont vues comme des étoiles montantes dans l'économie mondiale, mais qui dépendent beaucoup du gaz, du pétrole, etc., n'ont pas pu créer des emplois, surtout dans les régions rurales, à cause de ce manque de possibilités dans ces secteurs-là. Lorsqu'on y pense, on peut voir comment les investissements sont effectués. Il y a des pays où il y a beaucoup d'argent qui est généré par le pétrole et le gaz, et donc cet argent reste avec l'élite dans la capitale. Comment est-ce qu'on peut l'investir dans l'agriculture, dans les régions rurales? Et il y a plusieurs pièges dans lesquels les gouvernements peuvent tomber. Il y a la tendance de modernisation. Ils pensent que le développement a l'air prend un certain aspect. Il y a des projets qui sont très visibles, qui ne fournissent pas vraiment de résultats en ce qui concerne la croissance réelle. Et il y a aussi certains manquements. On n'intègre pas complètement les changements climatiques dans la planification. On ne donne pas aux agriculteurs les possibilités de faire leurs propres choix et d'être plus résilients pour adopter les mots à la mode. Il y a par exemple beaucoup d'argent qui est fourni au secteur agricole, mais si on le fait de manière imposée, qui provient du haut, ce n'est pas idéal. Il faudrait plutôt leur fournir une certaine autonomie, travailler avec les syndicats d'agriculteurs, les syndicats de femmes. Comment est-ce que
comment est-ce qu'ils peuvent vraiment être autonomisés, en utilisant encore un de ces mots à la mode, lorsqu'ils reçoivent de l'assistance du gouvernement. Il y a beaucoup plus de choses qu'on pourrait dire. C'est un sujet très étendu, mais bon, je vais m'arrêter là. Étienne? Au CIRAD. Le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale de la recherche agronomique pour le développement. C'est basé à Montpellier. Et vous avez travaillé beaucoup sur les futurs aussi. C'est quoi les challenges, les systèmes alimentaires à futur? Qu'est-ce qui vient? Alors, ce n'était pas la question que tu m'avais posée au début, mais je vais essayer d'y répondre. Ça, c'est plus intéressant peut-être. Non, d'abord, reconnaître que parler de système alimentaire plutôt que de production, c'est déjà un énorme progrès, mais en même temps, ça renforce la complexité des problèmes. C'est-à-dire que les systèmes alimentaires, je rappellerai quand même que l'agriculture, c'est le premier pourvoyeur d'emplois du monde. 1,6 milliard d'emplois au monde, c'est des producteurs agricoles ou des travailleurs agricoles. Le deuxième secteur derrière ça, c'est l'automobile, à 50 millions d'emplois dans le monde. Donc l'agriculture, c'est 32 fois plus que le secteur d'automobile. Donc ça, c'est très important à se rendre compte que dans les systèmes alimentaires, il n'y a pas que les producteurs, mais aussi beaucoup d'autres acteurs. Et ces acteurs ont des intérêts divergents, en conflit. Si vous prenez le café, vous avez peut-être 15 millions de producteurs de café dans le monde, vous avez 3 acheteurs au monde qui décident des prix. Donc cette asymétrie de pouvoir est considérable dans les systèmes alimentaires. Donc il y a un aspect politique très fort. La deuxième chose à dire, c'est que les systèmes alimentaires, l'avantage, c'est qu'on se rend compte que ce n'est pas seulement pour produire de la nourriture ou pour la consommer, du producteur, transformateur, distributeur, consommateur, y compris le microbiote intestinal qu'on n'intègre pas dans le système, mais c'est quand même quelque chose qu'il va falloir intégrer un jour. Le microbiote intestinal est probablement un déterminant majeur de l'insécurité alimentaire et de l'obésité. On ne l'a pas encore intégré dans nos politiques. Mais ces systèmes-là, non seulement fournissent de la nourriture, mais ils fournissent de l'emploi. Et quand on voit le défi démographique, je prendrai l'Afrique subsaharienne, on va passer de 1 à 2 milliards grosso modo, les producteurs vont devoir augmenter aussi, même si l'Afrique est grande, il faut trouver des emplois. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus important de trouver une agriculture qui fournisse des emplois qu'une agriculture qui fournit de la nourriture. Donc l'output des systèmes alimentaires est avant tout l'emploi, avant la nourriture, je dirais, dans les pays qui ont un problème de pauvreté intense. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, comment est-ce qu'on voit une transformation systémique arriver? Alors, évidemment, là, on s'éloigne de l'approche très globale de la FAO et on rejoint tout ce qui a été dit avant, c'est que la sécurité alimentaire, elle se vit au niveau des ménages. Et dans les ménages, l'homme, la femme, l'enfant, le bébé de moins de 3 ans, ils ont des statuts différents d'accès à la gamelle, d'accès à la nourriture. Et c'est là que ça se vit. Mais quand on traite de problèmes de transformation systémique de l'agriculture, on est obligé de tenir compte du contexte local. Donc je répète ce qui a été dit, mais autant il peut y avoir des problèmes qui tiennent à des injustices fondamentalement globales, autant les transformations et les analyses et la compréhension ne pourra se faire, et tout le monde l'a dit ici, qu'au niveau, je dirais, local ou territorial. Ça veut dire quelque chose qui permet d'avoir un set d'acteurs ou de leaders qui peuvent prendre des décisions. Et ça veut dire que vous allez au Tchad dans un système d'élevage, vous n'aurez pas les mêmes résiliences, pas les mêmes atouts, pas les mêmes contraintes, pas les mêmes défis qu'en allant sur une culture irriguée au Niger. C'est pas du tout pareil. Il y aura des nomades, il y aura des sédentaires, il y aura des contraintes qui seront différentes. Donc, je finis avec la recherche. La recherche peut avoir 2 postures si on caricature. Elle peut avoir une posture contemplative, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais essayer de comprendre, essayer de décrire, documenter, comprendre les mécanismes. Et puis elle peut avoir une posture solution centrée. Ça veut dire on travaille avec les producteurs, on travaille pour fournir des solutions, soit des solutions innovations de rupture, des vaccins, des variétés, mais la plupart du temps, ce sont des solutions qui sont ancrées dans le contexte local, qui sont des solutions qui sont destinées à des gens qui sont peu formés, qui ont peu de capacités, qui sont des low-tech innovations. Et ces innovations, ce n'est pas les chercheurs qui peuvent les prendre, ce sont les acteurs. Donc ça renverse complètement. Et le choix de l'agroécologie, qui touche aussi bien à la production qu'au système alimentaire, à l'équité, renvoie à cette question de l'innovation. L'innovation ne peut être que contexte dépendante. Et l'input des chercheurs, ce n'est plus de prescrire un système comme la Révolution verte l'a fait,
en disant il faut planter tel truc, mettre tel fertilisant, mettre tel... Ça n'est plus ça. La transformation va être un système d'innovation qui sera centré local. C'est un défi incroyable parce que, je vais prendre un exemple, vous avez un chercheur agronome en France pour 1000 producteurs, pardon, pour 100 producteurs, vous avez un chercheur pour 100 000 producteurs au Burkina Faso. Donc vous ne pouvez plus avoir la posture de dire « je vais trouver la solution qui va convenir ». Ça n'est plus possible. Voilà ce que je vais dire. Non, c'est super. Merci beaucoup, Étienne. The last question. Dernière question. Nous avons des gens qui voudront prendre notre place dans 5-10 ans et qui seront à votre place au CRDI, à CARE, etc. Donc la question que nous avons pour eux, ou l'inverse, c'est qu'est-ce qu'il faut... Comment est-ce qu'on peut s'équiper pour faire face aux défis d'aujourd'hui, mais également à ceux de demain? Les tendances que nous avons vues, qu'est-ce qui se passera dans 5, 10, 25 ans? Donc, quels seraient vos conseils? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que nous devons faire pour que, lorsque la prochaine génération nous remplacera, comment est-ce qu'ils pourront être efficaces et faire ce qui doit être fait? Je vais commencer avec une question plutôt précise. La dépendance... on parle de comment on établit les règles du jeu à partir du haut vers les bas, que les politiques seront établies et ensuite tout va fonctionner. Mais il faut vraiment changer ça de manière très très étroite. Je voudrais parler de quelque chose qui ressort souvent dans le rapport, le lien dans plusieurs pays, pas dans tous les pays. Lorsqu'il y a des coûts très très élevés pour le transport et ce qui se répercute sur le prix des aliments. Et bien sûr, ça a des répercussions sur les ménages. Ceci présuppose qu'on ne va pas changer le système, qu'on aura un système de distribution et de transport qui continuera à être alimenté par le pétrole. Mais qu'est-ce qui va se passer si les gens qui font partie du système pourront participer au changement? Et bien sûr, ils pourront tirer avantage de ce changement. Et d'où est-ce que les investissements viendront? Bien sûr, on doit toujours parler de qui doit payer. Et donc, qu'est-ce que nous voulons faire? Sommes-nous assez ambitieux et avons-nous suffisamment de clairvoyance pour faire ce qu'il faut? Nous parlons pas simplement de producteurs d'aliments. Il y a beaucoup de transformations aussi. Et donc, lorsque nous examinons l'environnement, nous examinons ce qui est sain, ce qui n'est pas, ce qui a des ingrédients ajoutés. Quelquefois, c'est très économique, mais la nutrition n'est pas au rendez-vous. Alors, comment est-ce qu'on pourrait changer ceci pour que, le prix ne soit pas très élevé, mais que la nutrition soit améliorée? Et la question de la transformation fait partie du système alimentaire. C'est très important. Alors, dans le changement, qui en retirera des avantages? Donc ça, ce sont d'autres aspects dont on n'a pas encore parlé. Allez-y, Chris. Je vais mentionner quelque chose qui est peut-être juste une question de créneau, mais ça va vous donner le contexte. Lorsqu'on parle de l'agriculture, on peut parler des pêcheries aussi et la manière dont on peut s'assurer que la croissance sera inclusive, ça serait en ayant des produits à valeur ajoutée, des produits biologiques, des produits produits de manière éthique, des produits comme dans les pêcheries qui ne dépendent pas du travail forcé, etc.
Donc, il y a des systèmes qui sont en place, des systèmes de certification, le commerce équitable, de sources équitables aussi. Donc, il y a tous ces systèmes qui sont déjà en place. Mais pour l'avenir, les prochaines générations, les gens sont de plus en plus au courant de l'importance de ces questions de production alimentaire. Maintenant, bon, il y a des politiques au niveau international, il y a la question de la solidarité entre les pays, entre les citoyens. Et les politiques mondiales ont l'air assez sinistres, en fait. Et il y a quelque chose que vous avez mentionné, Étienne, ou du moins vous l'avez... vous avez parlé de l'intégration verticale, de la chaîne de valeur, les grands acheteurs qui contrôlent certaines denrées. Et donc, ce qu'ils ont fait, souvent, c'est de saper les systèmes de certification. Par exemple, Starbucks avait son propre système de certification qui ignore le label commerce équitable. Et donc ça, c'est juste un exemple. Comment est-ce que, en tant que consommateur, comment est-ce qu'on peut appuyer ce genre de système de certification lorsque les grandes compagnies disent « non, non, ça va, vous pouvez prendre nos systèmes », même s'ils ne sont pas aussi indépendants et aussi éthiques que les systèmes qui sont déjà en place. Alors, comment est-ce qu'on peut continuer à s'assurer que les gens ont les connaissances nécessaires? Bon, il y a également la question de la recherche. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces systèmes de certification vont mettre plus d'argent dans les poches des producteurs? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce soit réglementé et qu'on puisse croire que ces programmes de certification sont réels? Mais il ne faut pas être trop cynique non plus et penser que ce commerce équitable n'est pas sérieux et que le cynisme des consommateurs l'emporte. Et donc, je vais m'arrêter ici. Joanne? So basically... Alors, tout ce qui a été dit a été dit. Alors, il faut garder en compte le fait des genres. Il est question des droits, il s'agit aussi d'égalité et ce défi de inégalité. Toute intervention qui n'aborde pas ces sujets vont renforcer les inégalités ou empirer les choses. Alors là, je parle de toute intervention ou n'importe quelle question de recherche. Le changement doit être transformationnel. Il ne s'agit pas tout simplement de compter les hommes et les femmes. Alors, ce changement doit être intégral. Alors, on parle d'agence, structure, la voix, les relations, cohésion sociale. Et tout cela doit se faire au niveau politique au plus haut, jusqu'aux communautés, qui incluent les relations de famille. Bon, je pourrais en parler pendant des jours là-dessus, mais je m'arrête là. Et pour un petit suivi de ce que Chris vient de dire, il a parlé de consommation et des chaînes de valeur. Vous savez ce que vous pouvez faire, c'est au quotidien, c'est d'être conscient de ce que vous achetez au quotidien. Bon, nous avons qu'une heure pour en discuter. Étienne. Beaucoup de temps là-dessus. Je vais choisir deux choses simplement. Le rôle de la science et de la recherche dans tout ça, et des chercheurs, et sa légitimité à fournir des solutions. Donc je pense que, nous ne sommes pas légitimes pour intervenir dans des pays, dans des cultures, dans des contextes qui ne sont pas les nôtres, si on n'est pas en partenariat. Et là-dessus, le CIRAD partage avec le CRDI cette culture du partenariat qui me semble fondamentale
on ne pourra pas avancer tant qu'il n'y a pas une solidité de socle scientifique, de rationalité dans les pays qui ont à affronter ces défis-là. Et je pense que le rôle de la recherche pour le développement du CRDI comme du CIRAD, c'est de renforcer les capacités de générer des choses. La deuxième chose, c'est, si je peux conseiller des choses aux jeunes chercheurs ou aux jeunes practitioners, c'est d'être vraiment très curieux des réalités des changements. Rechercher pour publier, ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. C'est un exercice obligé, il faut le faire, mais ça n'a pas de sens. Rechercher pour changer, oui, ça a du sens. Donc il faut être attentif à qu'est-ce qui fait le changement, quels acteurs vont changer, qui on va toucher. Quand vous publiez un article dans une excellente revue spécialisée, vous aurez au mieux 20 ou 30 lecteurs. Vous serez bien noté, vous aurez un bon CV, mais ça n'a pas de sens dans l'urgence dans laquelle on vit. Donc je pense qu'il faut être curieux des changements qu'on peut déclencher avec ces recherches. Et je reprends un conseil que nous a donné un collègue il y a très longtemps. Il dit « Contestez les vérités conventionnelles. Ne vous satisfaisez pas des vérités conventionnelles. » Et moi, pendant 30 ans de carrière, je me suis satisfait d'un aveuglement sur le genre de façon incroyable. Pendant tant de temps, j'ai travaillé sans prendre compte au genre. Jusqu'à ce qu'une collègue de Cornell, qui faisait sa recherche au Malawi, a fait une recherche très complète sur la nourriture et le statut nutritionnel des enfants des ménages pauvres au Malawi, qui a pris plein d'enquêtes sur comment vivaient les ménages, les rapports techniques, ceux qui plantaient, etc. La variable qu'elle a trouvée était le plus en rapport avec le bon statut nutritionnel, c'est le fait que le mari et la femme parlent technique culturelle le soir, avant de dormir ou pendant la journée. C'était la variable la plus liée au statut nutritionnel des enfants. Donc ça, c'est contester une vérité conventionnelle. Ce n'est pas en appliquant une recette pour produire plus qu'on va mieux nourrir ses enfants, c'est effectivement en passant par ce genre de choses-là. Voilà, donc pour terminer, je dirais, on a un devoir, nous chercheurs, je pense, à monter ou à rentrer dans des coalitions. On n'a pas été très bons, mais quand je vois que Greta Thunberg monte 30 millions de jeunes dans la rue pour dire « respectez ce que dit la science », je me dis « mais tout n'est pas perdu ». Donc montons des coalitions entre société civile, scientifiques, politiques et même entreprises, je dirais, parce qu'il y a des entreprises qui sont intéressées pour bouger aussi. Merci. Merci beaucoup, Étienne. And I want to do a little bit... Merci beaucoup aux panélistes. Changeons une chose au programme, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. J'aimerais passer maintenant aux questions et réponses. Mais les questions seront faites dans le groupe le plus gros. Et je sais que vous avez plein de questions à l'esprit. J'ai une question pour monsieur ici avec la FAO. Qu'avez-vous à nous dire? Parce que je sais que vous avez pris note du point de vue canadien. Can you hear me? Vous m'entendez? Bon, c'est drôle parce que c'est comme si... bon, j'étais basé à Washington, mais mes collègues m'ont dit les gens ne vont pas vouloir parler de la politique à Ottawa à cause des élections. Mais je ne crois pas que les panélistes ont bien compris ça parce que les panélistes ont voulu parler de que ça, la politique. Bon, on en a beaucoup parlé. Je vais essayer de décortiquer les choses qu'on nous a entendues pour faire les liens entre les choses que nous avons entendues. Premièrement, Nicole nous a parlé, elle nous a bien accueillis, elle nous a rappelé d'où nous trouvons et sur quel territoire on se trouve. Alors ce contexte est très important. Ensuite, nous avons entendu de Dominique Charan du CRDI qui a souligné le besoin de s'attaquer aux défis auxquels font face les gens marginalisés, mais surtout les femmes. Elle a souligné le fait qu'on doit s'attaquer aux politiques d'identité et d'exclusion pour pouvoir promouvoir un avenir résilient pour tout le monde. Et ensuite, elle a souligné l'importance primordiale de la recherche pour faire avancer ce but.
Ensuite, nos collègues nous ont parlé et on a parlé des résultats du rapport de 2019. Et on sait que la faim mondiale est en amont. Il y a des millions de gens dans le monde entier qui souffrent de la faim. Et il a aussi parlé des responsables des conflits, changement climatique et les ralentissements économiques. Il a aussi parlé du fait pour mettre fin à la faim d'ici 2030. On ne s'apprête pas à faire ça. En fait, on est dans la mauvaise direction. Et finalement, on a entendu du fait qu'on doit associer des gens, des personnes à ces chiffres qui font face, qui souffrent de la faim. Ensuite, Étienne nous a parlé, il a remercié, il a félicité la FAO pour avoir inclus l'obésité dans le rapport, mais il demande à la FAO de aussi aborder la question politique. Il a parlé de considérer tout acteur dans le système de nourriture et de parler de leur rôle. Ensuite, nous avons entendu parler de DIA, qui a parlé de politique et des réglementations et pour la promotion des bons régimes et la nutrition. Et puis il a souligné le fait qu'il faut comprendre et s'attaquer aux interactions complexes entre la croissance économique et la sécurité de nourriture alimentaire. Elle a dit que la FAO doit aussi aborder les politiques et quelles sont les incidences sur les ménages. Ensuite, Chris nous a parlé. Il nous a dit que les analyses à long terme sont importantes, surtout en pensant aux crises de prix des biens. Et aussi, il a parlé du fait qu'il faut penser à l'économie politique. Ensuite, il a parlé du rôle des blocs économiques qui sapent la sécurité des autres pays voisins. Ensuite, il a parlé de l'importance du rapport qui porte sur la croissance inclusive. Ensuite, Joanne nous a parlé des lacunes quant aux inégalités de genre dans le rapport, par exemple de parler des taux de retard de croissance entre des garçons et des filles et de faire des analyses entre les hommes et les femmes. Et ensuite, elle a souligné le fait qu'il faut avoir une analyse qui se base sur les sexes pour bien comprendre les impacts sur les interventions. Alors, nous avons entendu de bonnes choses ici qui devraient nous éclaircir, mais il faut dire que ce n'est pas tout sombre. Tout n'est pas perdu. Il faut penser aux défis devant nous et il y a trois choses qui me donnent de l'espoir. Premièrement, quand je pense aux défis mondiaux auxquels nous faisons face, la solution les solutions sont reliées. Surtout si nous prenons des étapes pour réparer notre système mondial. Nous allons réduire la faim, mais nous allons aussi réduire la malnutrition, la pauvreté et prévenir les changements climatiques. Et aussi, on va s'attaquer à l'inégalité. Deuxièmement, nous savons déjà quelles sont les solutions pour ces défis. Nous avons déjà la connaissance, la technologie, les pratiques pour résoudre ces problèmes. Mais dans la politique, ce qui manque, c'est une volonté politique pour agir. Et dernièrement, vous me donnez tous de l'espoir. Et c'est bien approprié que nous avons cette discussion ici à Ottawa avec plein d'étudiants ici, parce que vous êtes nos leaders de l'avenir et c'est vous qui allez devoir faire ce travail. Vous êtes engagés et je sais que vous êtes à la hauteur. Alors, merci.